Chers internautes, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette toute nouvelle édition d'Informatique News Hebdo du lundi 2 juillet 2018. Et pour commenter et analyser l'actualité de la semaine dans le domaine de l'informatique et des télécoms, je suis comme d'habitude en compagnie de notre rédacteur en chef, Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, chose promise, chose due, j'allais dire, on avait parlé il y a quelques semaines du top 500 des calculateurs, à l'occasion de la sortie du nouveau supercalculateur américain réalisé par IBM Summit. Et ce fameux classement, comme prévu, donc, est tombé. Et j'allais dire, on va en reparler, hein, mais la nouvelle, c'est qu'effectivement, grâce à Summit, notamment, les États-Unis passent devant au classement. Mais finalement, est-ce que c'est pas, on va en reparler encore une fois, mais est-ce que c'est pas un peu l'arbre qui cache la forêt? C'est un peu, oui. Faut se méfier. C'est un peu effectivement l'idée qu'on avait retenue. Donc c'est un peu comme l'horlogerie suisse, c'est tous les 6 mois ce classement tombe, et à juste titre, parce que... Originalement aussi, il faut le dire, donc ça explique oui, peut-être... en 6 mois, il se passe beaucoup de choses, et si on regarde, évidemment il y a beaucoup de chiffres, donc on va pas en donner trop, parce qu'on perdrait tout le monde, mais ce qui est important de voir, c'est par exemple que le 500e de la liste, il aurait été numéro 1 il y a 10 ans. C'était le Blue Gym d'IBM, justement. Le Blue Gym, dont vous vous souvenez, on a déjà parlé. Pas mal de fois. Donc ça veut dire que ça évolue rapidement, et là, d'un classement à l'autre, donc il y a 6 mois, c'est une augmentation de 40% de la puissance. Donc c'est quelque chose d'important. Et je crois que le phénomène, avant de rentrer un peu dans le classement, et qui est devant, qui est derrière, ce qui est peut-être intéressant de constater depuis quelques années, c'est que finalement, autant avant on avait donc le top 500, il y avait évidemment un premier et un dernier, mais c'était relativement décroissant, et ça décroissait relativement doucement, si je puis dire. Là, il y a une concentration de ressources dans de très très gros systèmes, et donc on revient peut-être à un niveau de centralisation sur des systèmes absolument considérables, sur lesquels évidemment vont se connecter des milliers d'utilisateurs de 36 laboratoires différents. Maintenant, si on en revient plus précisément aux chiffres, donc comme vous l'avez indiqué, Summit et Sierra, qui est le numéro 3 maintenant, sont 2 ordinateurs qui ont été développés par IBM pour les départements de l'énergie américains, et qui donc sont entrés en service et ne délivrent pas tout à fait toute la puissance pour laquelle ils avaient été annoncés. Donc pour le premier, on est à 120 pétaflops, alors qu'il était donné pour 200, donc je suppose que dans les 6 mois qui viennent, ils vont phase de rodage, on va dire. Voilà. Et puis un peu pareil pour le numéro 3. Les Américains, comme vous le disiez, reprennent un peu la main, dans le sens où ils en ont, dans les 10 premiers, dans le top 10, ils en ont 6, mais dans le top 500, en nombre de systèmes, ça continue de baisser. Sauf que finalement, le nombre de systèmes, je veux dire, n'intéresse pas grand monde. Ce qui est important, c'est la puissance de calcul, de terrain ou de pétaflops. Et là, précisément, le classement s'est inversé avec la Chine par rapport au dernier classement. C'est que, évidemment, avec ces 2 monstres, ils reprennent l'avantage, et ils ont près de 40% de la puissance totale. Les États-Unis, près de 40% de la puissance totale du top 500, alors que la Chine est retombée à un peu moins de 30%. Bon. On voit bien que d'un classement à l'autre, il suffit que peut-être que la Chine est en préparation d'une superbe méga machine, et que la prochaine fois ça va changer. Mais enfin, bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une course à la puissance, assez claire. On parle beaucoup de machines hexaflopiques. Donc hexaflop, c'est 10 puissance 18. Hein, donc si on fait le total de la puissance du top 500, effectivement, on a dépassé l'hexaflop, puisqu'on est à 1,2 hexaflop. Donc par rapport à, donc, comme je disais, 800 la dernière fois, donc c'est plus 40%, donc c'est une croissance assez importante. Alors maintenant, une fois qu'on a dit ça, on voit bien que les constructeurs chinois sont en pointe, hein, puisque on voit, alors Lenovo, tout le monde le connaît, hein, mais il y a d'autres constructeurs, Inspur et Sugon, qu'on ne connaît pas du tout, mais leur marché intérieur est tel que ça suffit finalement à développer et à implanter sachant que bon, la Chine a un programme à la fois dans le domaine des supercalculateurs, mais de l'intelligence artificielle. Les deux d'ailleurs sont combinés, puisque la deuxième a besoin de la puissance de la première. Donc on voit bien que les deux, la Chine et les États-Unis, se détachent du reste. Alors maintenant,
l'Europe. Oui, j'allais dire l'Europe et la France. L'Europe et la France. Alors la France, je crois que c'est 18 systèmes, donc 20 sur 500. Et en termes de puissance, c'est encore moins. Bon, évidemment, Atos est très impliqué là-dedans. Atos, qui avait récupéré les activités de Bull, on va dire. Donc si on consolide ne serait-ce que les trois puissances, enfin les trois principales puissances européennes, Angleterre, Allemagne, France, on est à un peu plus d'une soixantaine de systèmes. Bon, si on rajoute peut-être Italie, Espagne, on est à peut-être un petit peu moins de 100. Donc bon, c'est pas mirobolant, mais enfin on n'est pas par rapport aux 120 aux US en nombre, mais voilà. En puissance installée, par contre, c'est pas la même voilà, histoire. c'est un peu plus faible. Donc je dirais que, enfin, je ne sais pas si ce classement il fait l'objet d'attention de nos gouvernants, mais en tout cas, on voit bien que, je veux dire, la puissance de calcul dans la recherche, dans tous les domaines de la recherche, est quelque chose d'absolument indispensable. Et donc, il s'agirait de mettre peut-être quelques deniers supplémentaires pour pouvoir construire des machines. La plus grande puissance installée en France, c'est dans le cadre de la recherche avec le CEA, c'est un Bure sur Yvette, hein, si mes souvenirs sont bons. Et c'est 25, alors je me trompe toujours, pétaflops. Pétaflops, on parle de pétaflops. Teraflops, ce serait encore autre chose, qui sont installés, et on est évidemment très loin des systèmes chinois ou américains. Il y a beaucoup de marge de travail. Alors on passe d'un extrême à l'autre, puisque la semaine dernière, l'Université du Michigan a annoncé le plus petit ordinateur du monde, donc du supercalculateur au plus petit ordinateur du monde. Il n'y a qu'un pas qu'on franchit allègrement. Alors j'allais vous dire, super, le plus petit ordinateur du monde, mais finalement pourquoi faire? Voilà. Alors bon, je dirais que effectivement c'est pas une machine que va acheter le DSI d'une entreprise quelconque, c'est clair. Mais je dirais qu'effectivement on l'a retenu parce que c'était significatif, mais c'est plutôt l'idée de passer du plus gros au plus petit. Les applications, on va en parler, mais bon, déjà pour décrire la taille. Donc c'est un développement de l'université du Michigan, qui est basé à Ann Arbor, qui avait déjà, en mars dernier, annoncé en travaillant avec IBM une machine, je ne sais pas comment on va appeler ça, un petit dispositif de calcul, on va dire, qui faisait à peu près 3 mm de taille, donc c'est assez petit. Et là, ils ont franchi un nouveau pas, puisque c'est 1/10 de la taille de la machine, donc c'est 0,3 mm. Donc c'est vraiment tout petit, et d'ailleurs dans la photo, ils le mettent à côté d'un grain de riz. Et à côté d'un grain de riz, on voit bien, c'est tout petit. Alors sur ce dispositif, il y a évidemment un processeur, il y a une mémoire RAM, et puis il y a de quoi aussi échanger les données, parce que si ce calculateur il a des données mais il les émet pas à l'extérieur, ça va pas servir à grand chose. Donc ça c'est le dispositif tel qu'il est, et donc il émet les données via la lumière, pour des raisons techniques, parce qu'avec la miniaturisation, il n'y a pas de possibilité de faire autrement, enfin en tout cas pour l'instant. Les applications, en fait, elles sont multiples. On voit bien que ce petit dispositif, on va pouvoir l'insérer dans tout un tas d'objets, et en particulier le premier objet, ce sera le corps humain. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a peut-être une vingtaine d'années, il y avait eu un film comme ça où on se promenait dans le corps humain, les vaisseaux. Voyage intérieur. Voyage intérieur, exactement. On y est là. Et donc, les premières applications, c'est par exemple pour traiter dans le domaine de l'oncologie et du traitement du cancer, on peut insérer... Alors, à quoi ça va servir? Évidemment, cet ordinateur-là, si on l'appelle ordinateur, il ne va pas faire 36 millions de calculs différents. Il va être très monotâche. Donc là, en l'occurrence, ça va être, par exemple, détecter la température. Et donc, on va l'installer dans un tissu cancéreux, et puis on va pouvoir faire des mesures très précises en fonction du traitement qui est effectué, du traitement anti-cancer, sur l'évolution de la température qui, on dit des médecins, donne des indications sur l'efficacité du traitement. Et donc, ce petit objet va permettre de donner au fur et à mesure l'évolution des températures. Et dans le domaine de la médecine, il y a plein d'applications. D'ailleurs, c'était un peu la remarque que faisait le responsable du projet de l'Université de Michigan. Il disait que
au départ, bon, ils ont développé cette machine pour des raisons techniques, et puis après les applications viennent, et ils ont reçu déjà beaucoup de demandes dans des domaines très différents. Un autre domaine d'application, c'est par exemple la détection du glaucome. Donc là, en gros, on peut l'insérer dans l'œil, et puis là, l'ordinateur, il va donner des indications sur la pression interne de l'œil. Et je pense que des applications comme ça, il y en aura certainement de très nombreuses. Donc là, on a donné des applications dans le domaine de la santé, mais il peut y en avoir beaucoup d'autres, principalement dans l'Internet des objets en particulier. Et ce développement, il faut le mentionner, a été fait en collaboration avec Fujitsu cette fois. D'accord, très bien. Là, pour écouter suite certainement dans les prochaines émissions avec des nouvelles applications. L'imagination est au pouvoir, si on peut dire. Alors, je continue dans la série, j'allais dire, teasing. On en a parlé la semaine dernière. C'était le rapport du Clusif. J'avais attendu avec impatience. C'était un bien grand mot, quoi, qui était attendu. Donc ça y est, il est tombé. Et puis, alors comment on peut le résumer? La technique avant l'humain? Voilà, exactement. Alors, résumer un rapport dans lequel il y a, là pour le coup, il y a des milliers de chiffres, c'est un peu compliqué, mais enfin, effectivement, c'est un peu le message que... Alors, c'est un rapport qui est fait par le Clusif, tout le monde connaît le Clusif, c'est, je dirais, l'institution en France sur le domaine de la sécurité. Il y en a d'autres, mais enfin, c'est le plus ancien et sans doute le plus visible. Et donc, ils font un rapport tous les 2 ans sur l'état de la sécurité dans les entreprises. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 2 semaines, on avait parlé du rapport qui avait été publié par le ministère de l'Intérieur, qui lui était, je dirais, un peu général avec situation géopolitique, mais là, le Clusif, c'est évidemment dans les entreprises. Et le message principal que le Clusif fait passer dans ce rapport, c'est que, effectivement, les entreprises comptent principalement, enfin, en priorité sur les moyens techniques et un peu moins sur les moyens humains et organisationnels. Et on sait bien que finalement la sécurité, c'est bien la combinaison de ces 3 facteurs, quelque chose d'essentiel. Alors après, parmi les autres points qu'on pourrait mettre en avant, par exemple que le budget de la sécurité n'a pas augmenté cette année par rapport à l'année dernière. Donc effectivement, on ne va pas rentrer dans ce jeu de dire c'est un manque de moyens, mais enfin, on le voit bien avec les sécurités et on en parle assez régulièrement. C'est vraiment un domaine pour lequel il y a certainement besoin de plus en plus de moyens. Donc ça pose un problème. Une idée aussi assez générale, mais qui est encore une fois montrée dans ce rapport, c'est que finalement on voit bien, parce que il décline bien en fonction de la taille de l'entreprise. Donc il parle des grandes entreprises et puis il descend sur les entreprises qui font 200 à 500 personnes. Et bien entendu, plus on va dans des entreprises petites et moins la sécurité est traitée de manière, je ne sais pas comment on peut le qualifier, mais de manière industrielle ou de manière très j'allais dire professionnelle, c'est pas le terme, mais évidemment c'est pour une raison, manque de moyens, des ressources financières, ressources humaines, compétences, etc. Parce qu'en plus c'est un domaine qui évolue très très vite. Et peut-être un troisième point, parce que je conseille à nos lecteurs qui sont intéressés par ce problème-là de télécharger le guide du Clusif, qui est finalement la Bible un peu dans ce domaine. Un élément intéressant aussi qui est mentionné, c'est que on le sait bien, la sécurité, bon, on a mis les politiques sont mises en place dans beaucoup d'entreprises, 75%, beaucoup plus dans les grandes et beaucoup moins dans les petites, comme on vient de dire. Mais une fois qu'on a fait tout ça, une fois qu'on a, défini les procédures, etc., si on ne fait pas des exercices, si on ne fait pas des audits et des contrôles, finalement, on a un peu raté. Et là, de ce point de vue-là, ce que dit le Clusif, c'est que 66% des entreprises ont fait un contrôle ou un audit dans les 2 dernières années. Donc c'est bien pour celle-là, mais ça veut dire qu'il y en a 33%, un tiers, qui ne l'ont pas fait. Et donc finalement, elles n'ont pas de moyens pratiques de vérifier que ce qui a été mis en place fonctionne. C'est un peu comme la sécurité incendie, si vous ne faites pas ça, le test, pas moi, tous les X mois, le jour où ça arrive, vous n'êtes pas sûr que ça va bien fonctionner. Donc je dirais que c'est sans doute un effort à faire. Alors, évidemment, c'est un peu la problématique du dernier kilomètre, c'est-à-dire que on se dit on a mis tout en place donc ça fonctionne, mais non, il faut le vérifier, et c'est pas parce qu'on l'a vérifié que 2 ans plus tard, il faut le revérifier et c'est en permanence quelque chose qui revient. Remettez votre ouvrage. Voilà. La fameuse phrase.
Très bien, bah écoutez, on aura peut-être l'occasion d'en parler avec quelqu'un d'Uclusif à la rentrée. En attendant, l'autre actualité cette fois-ci de la semaine, c'est l'actualité autour des ESN, parce que le Syntec fait une conférence cette semaine pour présenter, faire le point sur le marché des ESN, qui il est vrai, n'a pas forcément toujours une image peut-être formidable. Bon, ça, je vous laisse l'appréciation, mais non, je dirais quand même qu'on peut dire tout ce qu'on veut sur les ESN, enfin les SS2I, hein, je suis désolé, mais je suis très accroché à ça. L'ancienne, on va dire. Bon, en France, on a quand même, je dirais, un portefeuille de SS2I qui est assez dynamique et qui rayonne sur le marché mondial. Hein. On a parlé d'Atos tout à l'heure, mais il y en a bien d'autres de taille mondiale, donc c'est quelque chose qui est quand même assez significatif. Oui, alors effectivement, Syntec Numérique fait une présentation annuelle. Donc là, c'est cette semaine, ils vont présenter 2 rapports. L'un, c'est pour montrer la vitalité et les perspectives des SS2I. Donc bon, là, c'est peut-être de l'autocongratulation, mais je ne sais pas. Enfin, il faudra voir le contenu de ce rapport. Et le deuxième, c'est un sujet dont on parle assez régulièrement, qui est tout ce qui est emploi, formation, compétences. Et on voit bien que là, la demande est tellement forte. Et, donc ça, ce sera présenté la semaine prochaine. Dans le cadre de l'animation du secteur, il y a la remise des prix, hein. Il y a 6 catégories, on est un peu en autocongratulation des Césars, donc la meilleure société à l'innovation, croissance organique, etc. Donc il y a 6 catégories. Et puis donc peut-être on fait le lien avec la présentation qu'a faite Syntec Numérique, donc là pour le coup c'est sur l'activité, et peut-être on peut rappeler 2 chiffres, c'est que en fait tout compris, donc si on consolide conseil, intégration et puis éditeur de logiciel, en 2018, le Syntec Numérique prévoit un taux de croissance de 4,2%, sachant que les éditeurs de logiciels sont un peu encore au-delà de ça. Bon, on voit bien que le software est en train de manger le monde, hein, comme disait Marc Andreessen. Donc, si on compare ça, on se dit, bon, évidemment, nous, quand on a connu les taux de croissance il y a 20 ans, c'est un peu moins bien, mais c'est sûr que si on compare ça par rapport à la croissance de l'économie en général, c'est à peu près 2 fois plus rapide. Donc, c'est quand même un secteur qui est assez dynamique. Et pour conclure, Guy, notre traditionnel, c'est aussi un coup de cœur pour un sujet qui nous tient à cœur, qui est le développement, la place des femmes dans le numérique, avec la semaine dernière le Syntec, mais pas seulement, une quarantaine de sessions qui étaient à la manœuvre pour lancer une fondation qui s'appelle la Fondation pour les femmes du numérique, avec une soirée de lancement qui a réuni toutes les ministres de l'Éducation, Brigitte Macron, mais je vous laisse effectivement en parler. Alors, effectivement, il y a donc une quarantaine d'associations, dont Syntec Numérique et le SIGREF, donc des associations de notre secteur, une quarantaine d'entreprises, et puis donc tous les membres du gouvernement que vous avez cités. Donc effectivement, il y a l'éducation nationale, le travail, le numérique, bien entendu, le travail, et comme vous l'avez mentionné, Brigitte Macron, donc qui met en place cette association, parce que pour la promotion des femmes dans tout ce qui est nos activités du numérique, dont on sait que leur présence est encore assez sensiblement inférieure à ce qu'elle est dans la moyenne nationale en termes d'activité tout confondu. Surtout, ce qui est intéressant, c'est que, malheureusement pas tellement intéressant, c'est qu'elle a plutôt tendance à diminuer qu'à augmenter. Exactement. Malgré... Et alors, je me souviens d'une réunion où j'étais allé du Syntec il y a déjà un petit moment, où en fait le président du Syntec d'alors disait, mais si des jeunes femmes brillantes viennent de passer le bac, elles ne sont pas obligées d'aller faire médecine, parce qu'on sait qu'en première année de médecine, c'est 70% qui sont à peu près des femmes. Les métiers juridiques, commerciaux. Donc, il y a aussi le numérique, ça peut les intéresser. Donc, on voit bien qu'il y a un effort à faire, un effort de promotion, pour montrer que finalement, il n'y a pas de particularité qui ferait que les femmes seraient plus ou moins adaptées. Je ne sais pas s'il y a des gens qui défendent encore cette idée-là, mais ce serait complètement... En tout cas, c'est un des objectifs de la Fondation, des actions de terrain, de promotion auprès du milieu scolaire, parce que c'est finalement là que ça se joue,
Alors, je crois que le domaine le plus où la disparité est forte, c'est dans tout ce qui est développement. D'ailleurs, on voit bien quand on va à des réunions qui sont des événements qui sont destinés aux développeurs, le nombre de femmes présentes dans la salle, en général, est très très faible. Ouais. Et pour ceux et celles d'entre vous qui sont intéressés par la problématique des télécoms, nous recevons, enfin Guy plus exactement reçoit cette semaine Franck Bouettard, qui est le président d'Ericsson, qui fait le point sur la problématique des équipementiers télécoms, avec évidemment un sujet qui s'impose, c'est celui de la 5G, dont on peut évidemment se poser quelques questions, notamment sur le marché français. Et je vous laisse découvrir l'échange entre Franck Bouettard et Guy, notamment sur ce sujet. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Informatique News Hebdo. À très bientôt, merci.